Tout d'abord, merci beaucoup, docteur Spies, Merci à vous. d'être là avec nous ce soir pour nous parler d'un sujet si important qu'est l'insuffisance ovarienne, parce que malheureusement, c'est un problème qui touche de plus en plus de femmes. Alors, il y a une insuffisance ovarienne liée à l'âge, donc après 40 ans, mais il y a aussi des femmes qui se retrouvent en insuffisance ovarienne avant 40 ans. Et là, voilà. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire lors d'une situation comme celle-ci en PMA, quels sont les champs d'action. Et du coup, vous allez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous proposez chez Vida Fertility de votre expérience. Mais d'abord, je voulais vous demander peut-être de vous présenter, de nous dire un petit peu parce qu'on sait que Vida Fertility, c'est une clinique qui est jeune, qui a été créée Mhm. il y a quelques mois. Et du coup, je pense que tout le monde est intéressé de savoir voilà, quel était votre parcours avant. D'accord. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, enchantée d'être avec vous. Moi, je suis Katharina Spies. Je suis médecin. Je suis la directrice médicale chez Vida Fertilité à Madrid. Donc, moi, je suis gynécologue. J'ai déjà plus que 7 ans d'expérience dans le PMA. Et avant de travailler chez Vida, j'ai travaillé dans une clinique un peu plus grande, dans une autre clinique. Là, j'ai connu à donc, mes collègues de maintenant. Et il y a quelques mois, on a décidé donc commencer ce projet qui s'appelle Vida Fertility. Et actuellement, on a deux cliniques. On a une clinique à Alicante, notre clinique est à Madrid. Moi, personnellement, je travaille à Madrid. Donc, l'équipe francophone travaille à Madrid. Et se connaître avec ce projet et donc avoir une clinique assez petite, moyenne, avec beaucoup d'expérience, avec les meilleures techniques de laboratoire, avec aussi les meilleures techniques qu'on peut offrir à les patientes, mais faire tous les traitements de PMA d'une forme très, très personnalisée. Parce qu'on pense que ça, vraiment, c'est le plus important donc pour nous, mais aussi et surtout pour les patientes. C'est vrai que maintenant, beaucoup de cliniques ont tendance à grossir. Alors, il y a beaucoup Exactement. de grosses cliniques ou des cliniques qui se mettent ensemble, enfin, qui font des groupes. Et c'est vrai que ce qu'on a déploré c'est toujours un peu compliqué parce qu'en même temps, on aime bien les cliniques qui ont quand même un certain nombre de traitements par année parce qu'on se dit ils ont cette habitude. Mais in fine, on a l'impression que ça devient un petit peu l'industrie. Et là, les retours des patients est que justement, ils ont l'impression d'être un numéro, d'être à la chaîne. Et c'est un peu notre but, en tout cas chez Quelle Clinique, de Mm. vous proposer de travailler, d'être accompagné par des cliniques qui ont à la fois la capacité de vous donner le meilleur traitement, donc au niveau laboratoire, médecin, l'habitude, hein, puisque vous venez Exactement. d'une clinique, mais par contre avec vraiment avec ce temps qui est dédié et cette individualisation. Et là, c'est clair que quand on parle d'insuffisance ovarienne, l'individualisation, elle est très importante parce que voilà, bon, il faut utiliser plein de techniques. Alors, Exactement. nous, on a déjà reçu certaines questions. Est-ce que vous vouliez déjà peut-être nous dire un petit peu ce qu'est l'insuffisance ovarienne, c'est-à-dire comment cliniquement on la reconnaît, et puis à partir de, souvent on parle de l'AMH, est-ce que vraiment l'AMH, c'est le critère? Quel est le taux d'AMH? Enfin, c'est un peu, voilà, si vous pouvez nous Mhm. expliquer. Oui. Donc, quand on parle d'insuffisance ovarienne, on peut parler aussi sur donc comme une ménopause précoce ou une préménopause précoce. Donc, ça veut dire que les femmes de moins de 40 ans, ça c'est un critère, ont une réserve ovarienne trop faible pour avoir des cycles réguliers et pour avoir des bonnes possibilités pour avoir une grossesse de forme naturelle ou avec le PMA. Donc, normalement, les symptômes le plus fréquents est que les cycles sont un peu plus irréguliers. Normalement, on commence avec le cycle
peu plus court qu'habituellement. Donc, les femmes qui nous disent, donc normalement, mon cycle était 28 jours, maintenant c'est 26 et après 24. Donc, on doit déjà penser que la réserve ovarienne commence à se diminuer plus rapidement qu'habituellement. Aussi, des autres symptômes peuvent être les symptômes typiques de ménopause, donc les chaleurs, les changes des hormones, de irritation, quelque chose comme ça, problème pour dormir, etc. D'accord? Et cliniquement, avec les explorations gynécologiques, ce qu'on fait, on doit regarder surtout la réserve ovarienne. Pour savoir la réserve ovarienne, comme vous avez déjà dit, donc, on doit faire le test pour la AMH, donc la hormone antimullérienne, mais en même temps, on doit regarder aussi l'échographie, on doit compter les follicules qu'on peut voir dans l'échographie. Ça, le moment idéal pour faire ça, c'est le premier jour du cycle, donc normalement le jour 2 à jour 4. Et avec ça, on peut déterminer un peu la réserve ovarienne, mais c'est vrai que on doit toujours penser dans l'âge de la patiente. Donc, c'est pas le même qu'une femme de 39 ans à 3 follicules et un AMH de 0,5 qu'une femme de 30 ans. D'accord? Parce que l'âge est aussi déterminant, on pense, pour la qualité des ovocytes. Mm. Donc, c'est un peu ce que vous avez déjà dit, on doit individualiser, on doit bien sûr compter la réserve ovarienne, on doit regarder l'âge, on doit regarder le contexte de la couple, si elle a déjà fait, combien des ans cette couple a essayé d'avoir des enfants, si on a déjà fait des traitements, etc. Super, merci beaucoup. On va passer aux autres questions. Justement, c'est... alors, attendez, j'avais mes questions et elles ont disparu. Je vais y arriver. Justement, bah alors, en PMA, quand on a... Bon, je pense que tout le monde le sait, mais quand on a un AMH ou une insuffisance ovarienne, qu'est-ce que ça pose comme problème, justement, quand on a un traitement de PMA? Alors, on sait que ça peut poser un problème pour tomber enceinte, vu que souvent les gens sont adressés en PMA parce qu'il y a un souci de quantité. Mais en PMA, quel est le problème que ça suscite en fait? Donc, tout le PMA, c'est un processus qui sont différentes étapes. D'accord? Donc, et dans chaque étape, on peut s'enfronter avec des problèmes. D'accord? Et on doit rencontrer donc les solutions. Donc, le problème de la réserve ovarienne faible est surtout la première étape d'un traitement PMA, qui est la stimulation jusqu'au moment de la ponction. Donc, ça peut passer que pendant la stimulation, ou bien qu'il n'a pas de follicules qui commencent à réactionner, qui commencent à s'agrandir, ou bien qu'il y a seulement un nombre très bas des follicules qui commencent à s'agrandir ou qui commencent à réagir pour la médication. Donc là, on a l'option de changer la médication, d'ajouter le dosage, et si on voit que la personne, le corps ne réactionne pas, donc on peut arrêter, on peut recommencer avec un autre type de stimulation. Et après, donc, la deuxième étape que je vous ai dit est surtout la ponction. Donc, ce que peut passer est qu'on arrive pour le moment de la ponction, qu'on a peut-être vu 2, 3 follicules grandes de bon aspect dans l'échographie, mais dans le moment de la ponction, ou bien on a un nombre plus bas des ovocytes ou des ovocytes matures, ou qu'on a une ponction blanche. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas des ovocytes matures après d'avoir fait la ponction. Donc, tout ça sont des problèmes qu'on doit confronter avec les patients d'une réserve ovarienne faible ou d'une insuffisance ovarienne. Mm. Et quelles peuvent être justement les stratégies qu'on peut adopter? Enfin, quelles sont parce que justement, vous mentionnez des protocoles différents, on peut changer la médication, etc. Quel type de protocole? Enfin, quelles peuvent être justement les stratégies? Donc, normalement, pour la première stimulation, ce qu'on fait est commencer avec un dosage moyenne élevé pour les patients. Donc, ça,
on doit ajouter avec l'âge, avec la réserve ovarienne et avec l'indice de masse corporelle de chaque patiente. Mais normalement, on commence avec un dosage donc moyenne élevé. Si on voit que ça ne fonctionne pas, ça ne réagit pas, ce qu'on fait, on en parle avec les patients, bien sûr, mais la stratégie, normalement, est commencer avec une stimulation plus douce, une mild stimulation. Ça veut dire peut-être seulement avec le Clomid, donc le comprimé voie orale, avec un petit dosage de Ménopure, par exemple, ou bien tout le jour ou toutes les 2 jours, pour essayer pas stresser trop les ovaires, pour essayer avec un dosage petit ou moyen, donc arriver pour le même effet, ou il y a aussi des cas pour un meilleur effet que, qu'avec le dosage donc, élevé. Hein. Et aussi, une autre stratégie est, par exemple, si on regarde dans un cycle avec les antagonistes, donc avec le cétrotide ou l'orgalutron, qu'il y a une très grande asynchronie, donc qu'il y a des follicules grandes, mais beaucoup de follicules plus petites ou qui est en moyenne. Donc, ce qu'on peut faire est changer le type de protocole, donc changer pour un protocole long avec agoniste, avec le décapeptide ou le synarène. Donc, ça sont toutes des stratégies qu'on peut utiliser. Mais surtout pour les patients avec une réserve faible, moi personnellement, je pense que la stimulation douce peut nous aider beaucoup. Oui, justement, ça, j'aime bien en parler. Enfin, en tout cas, moi, quand il y a des personnes qui s'adressent à moi avec un AMH bas, c'est quelque chose dont je parle souvent parce que souvent en France, ce protocole, ils ne le connaissent quasiment pas. C'est toujours AMH bas, on va faire une stimulation forte, forcément. AMH un peu plus haut, on va faire plus léger. Donc, on va faire. Et puis, comme vous disiez, ce qu'on voit, c'est que quand les ovaires sont fatigués, parce que souvent, l'AMH est corrélé avec l'âge un peu plus élevé ou même si la patiente n'est pas forcément plus âgée, si elle a 30 ans, mais si elle a une réserve ovarienne qui est basse, les ovaires sont fatigués. Et le fait de stimuler trop, finalement, les ovaires, j'ai souvent vu ça, et vous nous direz, je pense que c'est la même chose, du coup, les ovaires, ils se bloquent complètement parce qu'ils sont trop stressés, donc ça fait des ponctions blanches. Alors que si on leur donne une stimulation finalement plus douce, ils vont faire exactement la même chose, c'est-à-dire entre 1 et 3 follicules, mais voilà, ces follicules seront réels. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu, qui sont un peu embêtés du fait de ne pas avoir une stimulation forte parce qu'ils se disent tout de suite, on ne va pas avoir beaucoup de follicules, mais ça a vraiment du sens lors d'un AMH bas de faire ce type de stimulation parce que finalement, on mise sur la qualité ou en tout cas la possibilité d'avoir une qualité plutôt que la quantité, en fait. Exactement. Exactement. Ce qu'on a vu, que la qualité peut améliorer, que les résultats de stimulation sont similaires ou dans quelques cas meilleurs. Et on a l'avantage aussi de ne pas utiliser cette quantité des hormones avec les effets secondaires, avec donc toutes les piqûres, aussi avec les coûts. Donc, tout ça est important. Il y a aussi un aspect économique finalement parce que souvent, je sais que vous le faites chez Vida Fertility, de la stratégie du faire de l'embryo banking, c'est-à-dire de proposer tout de suite de faire 1, 2, 3, 4 3 FIV, on va aller jusqu'à 3, pourquoi pas 4, mais voilà, et se dire à chaque fois, on va fabriquer des embryons. Peut-être après en faire un diagnostic préimplantatoire, ça on en parle après. Et le but, c'est justement de se dire, vous proposez un peu un pack, donc c'est pas à chaque fois on paye une FIV, mais on paye un petit peu moins si déjà on prévoit d'en faire 2 ou 3. Et puis effectivement, au niveau des médicaments, de toute façon, ça ne sert à rien de prendre trop de médication parce que ça ne va pas être utile et ça va être aussi économiquement compliqué. Donc finalement, ça vaut la peine parce qu'on va faire plus de traitements, on va moins fatiguer le corps qui pourra supporter plus de traitements et accumuler des embryons en fait. Exactement, exactement. Le embryo banking, c'est une stratégie qu'on recommande beaucoup, surtout pour les patientes donc, avec réserve ovarienne faible ou avec donc, un âge un peu plus avancé, donc de 39-40 ans.
on le recommande surtout. Donc, l'avantage est que nous savons qu'avec l'âge avancé ou une réserve ovarienne faible, la probabilité d'avoir des embryons euploïdes, donc sans altération chromosomique, est plus bas. Donc, on a besoin d'avoir plus d'embryons pour avoir minimum un embryon de bonne qualité, donc un embryon normal. Et donc, la stratégie qu'on utilise est accumuler les embryons, donc faire plusieurs cycles avant de faire le premier transfert, ou bien avec le PID, ou bien seulement pour accumuler. Et après, une fois qu'on a un nombre acceptable des embryons, donc commencer pour faire les transferts. Et comme ça, on a la sécurité aussi de, si ça ne fonctionne pas la première fois, donc on a déjà des embryons congelés, dans le meilleur des cas, pour faire un deuxième transfert tranquillement. Justement, alors le diagnostic préimplantatoire, c'est vrai que c'est souvent, on en parle souvent en cas d'AMH bas. Alors, pas parce que ça aide l'AMH bas, mais parce que souvent, c'est chez les femmes plus âgées, c'est là où on a un AMH bas. Moi, je me pose quand même la question, parfois, c'est est-ce que quand on n'a pas beaucoup d'embryons, est-ce que ça vaut mieux quand même de les tester ou c'est un peu une question cartésienne, hein, et de nouveau, c'est du cas par cas. Parce que ça dépend de l'âge, ça dépend des FIV d'avant, etc. Mais est-ce que du coup, c'est mieux de risquer peut-être de fragiliser l'embryon, de faire un test, ou est-ce qu'il vaut mieux faire un transfert? Est-ce qu'on fait un DPI? Enfin, comment vous pourriez... Oui, c'est une très bonne question. C'est une question qu'on a beaucoup dans les consultations. Et vraiment, c'est une décision personnelle. D'accord? Ça dépend de chaque patiente, de chaque couple, de chaque histoire. C'est vrai que dans le cas qu'on a un bon nombre des embryons, dans une bonne réserve ovarienne pour une femme de plus de 40 ans, imaginez-vous qu'on a 5 embryons, donc moi je recommande normalement de faire le PID, simplement pour sélectionner les embryons, pour éviter les transferts, pour augmenter le taux de réussite dans le premier transfert. Mais comme vous avez dit, si on a seulement 1 ou 2 embryons, donc il y a des patientes qui pensent, donc vraiment ça vaut la peine, biopsier l'embryon, prendre le risque qu'il ne survive pas à cette technique, parce que ça peut passer, c'est rare, mais ça peut passer. Si la qualité de l'embryon ne change pas, on ne va pas changer la qualité. Donc ça, vraiment, c'est une décision qu'on prend ensemble avec les patientes. D'une forme très personnalisée. Moi, je pense pour les patientes, par exemple, qui ont déjà eu plusieurs fausses couches ou qui ont eu, par exemple, une grossesse avec une trisomie 21 et après ont eu donc une interruption de la grossesse. Donc là, je recommande normalement faire le PID. Pour les cas qui souhaitent vraiment éviter les fausses couches, ou pour les patients qui ont déjà fait beaucoup de transferts, mais nous ne savons pas pourquoi ça n'a pas s'implanté. Donc, ça sont des cas où on le recommande. Pour les patientes qui font un premier, un deuxième cycle avec une réserve ovarienne faible, moi, je donne l'option. J'explique les 2 options et après, on décide ensemble. D'accord. Oui, ça, c'est toujours une discussion que j'ai souvent avec les gens parce que on sait qu'il y a des pour et des contre dans les 2 situations. Et de nouveau, ça dépend en fait de ce qu'ont vécu les personnes. S'il y a des fausses couches ou la perte d'un enfant qui était mal formé ou autre, on va plutôt pousser au diagnostic préimplantatoire parce que psychologiquement, revivre des choses comme ça, c'est compliqué. Et puis, c'est aussi une option supplémentaire qui n'est pas possible en France. Alors, en Suisse, c'est possible, on peut le faire, hein, mais pas en France. Et c'est vrai que c'est vraiment le plus, quand on va à l'étranger, c'est de pouvoir faire ce diagnostic préimplantatoire. Alors, quand on parle d'insuffisance ovarienne, nous, on a souvent des questions par rapport à quelque chose dont on entend beaucoup parler. Alors, on en a déjà parlé chez quelle clinique Air Fertilité. On a déjà eu un retour, mais c'est bien d'avoir aussi votre retour, c'est le PRP, c'est-à-dire le rajeunissement ovarien, qui paraît très prometteur.
Mais Oui. voilà, quels sont ses plus, quels sont ses moins et quelles sont les limites aussi. Mm. Donc, moi, personnellement, je n'aime pas trop cette nom, hein. Je n'aime pas trop le rajeunissement parce que vraiment, le nom est un peu trompeur. Hein. Ce qu'on fait, moi, je l'appelle régénération ovarienne ou activation ovarienne. D'accord? Donc, la stratégie ou la idée qu'on a est et donc, on fait une prise du sang de la patiente. On doit isoler les cellules plasmatiques. Et dans ces cellules, on a beaucoup de facteurs de croissance. D'accord? Donc, ce qu'on fait avec un processus chimique ou biologique, on peut activer ces facteurs de croissance et après, on peut les injecter dans les ovaires. Donc, ça, c'est comme faire une ponction mais on ne prend pas les follicules, mais on fait l'injection des facteurs de croissance directement dans les ovaires, dans chaque côté. Et ce qu'on cherche avec cette injection des facteurs de croissance est activer les follicules latentes, des follicules dormantes qui sont là et qui normalement, avec une stimulation normale, ne sont pas activées, ne réactionnent pas à cette stimulation. D'accord? Donc, là, ce qu'on fait est faire cette technique dans un premier moment. Après, normalement, après à peu près un mois, on refait une échographie, on refait une détermination de la AMH pour voir si on a déjà eu des différences, si on voit des différences. Normalement, on recommande pour les patients de faire 2 cycles, donc après un mois, faire un deuxième traitement. Un mois plus tard, pour regarder de nouveau donc le recompte folliculaire et l'AMH, et après commencer pour une FIF avec une stimulation douce normalement pour essayer donc activer les follicules qui sont là, mais qu'on ne voit pas normalement dans l'échographie ou qu'on ne peut pas activer avec une stimulation conventionnelle, pour dire comme ça. Alors, j'allais justement demander, quand vous Mm. faites cette activation, est-ce que vous allez plutôt aller faire une stimulation douce ou alors justement utiliser une stimulation forte pour essayer d'activer plus? Mais vous avez répondu déjà. Mais normalement, on fait une stimulation pas trop forte parce que nous savons que les, pour les patientes qui arrivent pour faire cette technique-là, on peut attendre normalement 1, 2, 3 ovocytes. Donc, il n'y a pas une grande différence si on fait une stimulation forte ou une stimulation donc douce. Donc, on préfère pour les effets secondaires, pour la qualité des ovocytes, pour tout ça. Donc, faire une stimulation pas trop forte. Donc, commencer avec une stimulation pas trop forte et on a toujours l'option d'augmenter si c'est nécessaire. J'avais vu un médecin qui parlait du PRP. Donc, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que le PRP, c'est quand même une technique invasive. Ça veut dire qu'on est obligé d'endormir la patiente, faire alors c'est une anesthésie, j'imagine, comme la ponction, donc légère, pour pouvoir injecter ce sérum dans les ovaires. J'avais vu une présentation de quelqu'un qui disait qu'il le faisait, enfin, il faisait en fait une stimulation et au moment de la ponction, il injectait en fait comment vous appelez le sérum, le liquide? Oui, le sérum, hein, D'accord, le le sérum. liquide, hein, oui. D'accord, c'est juste. Et ça, vous faites ou vous faites vous faites finalement une anesthésie avant de faire un traitement pour injecter le PRP. Donc, nous, chez Vida, on fait une sédation avant de commencer. Une sédation simplement pour faire le BRGF, donc le plasma riche en facteurs de croissance. Après, on fait un deuxième cycle et après, on fait le cycle pour la ponction. D'accord? Mais c'est vrai que ça, c'est une technique assez récente. Donc, nous, on a décidé de faire cette stratégie de faire deux cycles de stimulation, le cycle de régénération et après commencer la FIF. D'accord? Parce qu'on pense que
comme ça, on peut augmenter les résultats de la FIF, qui coûte cher aussi, pour essayer vraiment avoir Oui. les meilleurs résultats possibles. C'est ce que vous dites, c'est que ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est quand même une technique qui est encore en étude. Donc, du coup, les cliniques font chacune un petit peu leurs études, ont leur stratégie, parce qu'il n'y a pas une bonne stratégie. En fait, c'est comme ça que ça se passe pour avoir des nouveaux traitements. C'est que finalement, ben, il y a des options, les cliniques un peu testent qu'est-ce qui marche, et puis finalement, il y a des cliniques qui, in fine, ont une stratégie. Il n'y a pas faux ou vrai, c'est vraiment des stratégies. Il y a une stratégie de coût, il y a une stratégie de réflexion derrière, et puis vous voyez en fait ce qui marche. Finalement, la PMA, c'est quand même une science jeune, en fait. C'est une médecine quand même relativement jeune, et puis surtout pour le PRP, c'est quoi? Ça fait même 1 an? Combien de temps? Même pas, hein? Donc, chez nous, nous sommes Ouais. une clinique récente, mais on a commencé maintenant. Hein. Les études qui sont publiquées, je pense, là, on a commencé peut-être en 2019, mais c'est très petite étude. Hein. Donc, c'est vrai que c'est maintenant quand les cliniques commencent à l'utiliser, cette technique, plus pour les patientes. Et on doit, donc, je pense que ce qui est important est donc, personnaliser le traitement, mais en même temps, essayer donc définir un protocole pour pouvoir comparer après. Pour pouvoir comparer, parce que si on fait une stratégie avec une patiente, une stratégie complètement différente avec une autre, avec une troisième patiente, donc après, on ne peut pas apprendre. Donc, pour le moment, on a décidé de faire comme ça. On doit regarder, on doit attendre un peu les résultats, parce que c'est vrai que ça c'est une technique qu'on ne fait pas tous les jours. Parce qu'on n'a pas trop de patientes avec une insuffisance ovarienne. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Mais non, on doit peu à peu regarder, on doit peu à peu aussi donc voir les résultats. Pour le moment, ça semble promettre. Donc, ça semble être vraiment une option pour les patientes sélectionnées, surtout pour les patientes jeunes avec une insuffisance ovarienne de moins de 40 ans, comme je vous ai dit avant. Donc, je pense que c'est une très bonne option avant de prendre de faire le pas de changer pour le don d'ovocytes. Justement, alors vous parliez que c'est plus adapté aux patientes jeunes, parce qu'il faut le rappeler, c'est que on arrive selon les premiers résultats à augmenter un petit peu l'AMH. On voit qu'il y a des follicules qui sont sur certaines patientes de nouveau qui apparaissent au prochain comptage. Par contre, et c'est pour ça qu'on n'aime pas le terme rajeunissement ovarien, c'est que finalement, ça ne rajeunit pas, c'est-à-dire que ça ne fait pas baisser l'âge. Et ce qu'on appelle rajeunir, c'est le côté qualité, donc le côté chromosomique, donc le côté justement anaploïde, euploïde, où on peut peut-être avoir plus de follicules, plus d'ovocytes. Alors, ça augmente la probabilité quand même d'avoir un plus grand nombre d'ovocytes qui soient de qualité, parce que plus on en a, plus on aurait de qualité. C'est toujours une question de pourcent. Mais le problème, c'est que ça ne permet pas d'augmenter ça augmente éventuellement la qualité, la quantité, mais pas la qualité. Exactement. Exactement ça. Donc, pour les patients de, par exemple, plus de 43 ans, pour le moment, on peut l'utiliser, on peut l'essayer, bien sûr, mais ce n'est pas une recommandation. Parce que ce que vous avez dit, ce qu'on essaie est augmenter la quantité, augmenter le nombre des ovocytes qu'on peut obtenir, et comme ça, donc, avoir la possibilité d'avoir quelques ovocytes de bonne qualité et avoir un embryon de bonne qualité, et avec ça, donc, avoir un enfant. Parce que finalement, c'est ce qu'on a besoin. Donc, un ovocyte, un spermatozoïde, et on peut avoir un bébé. Et vous, chez Vida Fertility, alors j'avoue que je ne connaissais pas, mais j'ai vu que vous proposiez quelque chose qui s'appelle le PRGF. Donc, il y a une lettre en plus. Quelle est la différence? Enfin, non, il y a 2 lettres qui changent, pardon. Quelle est la différence entre le PRP et le PRGF, justement?
Mm. Donc, le PRP, c'est plasma riche en plaquettes. Le D'accord, PRGF est plasma riche en facteurs de croissance. d'accord. Donc, c'est comme un pas plus, d'accord? Ce qu'on fait est isoler les plaquettes, donc comme dans d'autres techniques, mais après, activer les facteurs de croissance qui sont dedans les plaquettes, d'accord? Donc, c'est l'activation qui fait la différence, d'accord? Ok. Donc, pour vous donner une idée, ce qu'on fait, et donc la patiente arrive le matin à la clinique, donc à le laboratoire, euh, on prend la prise du sang, on fait la préparation de cet échantillon du sang. Ça dure à peu près 1 heure. Et après, ce qu'on fait, donc la patiente, on la met dans la salle des opérations, on le pose la sédation, donc l'anesthésie, et on localise les ovaires. Et une fois que le médecin a localisé les ovaires, c'est le biologiste ou l'infirmière qui fait l'activation de cette sérum et Mhm. là, on a 8 minutes pour faire l'injection. Ah, On d'accord, a ouais. seulement 8 minutes. Donc, on fait l'injection dans un côté. Après, on localise l'autre ovaire. On prépare tout. Après, on fait l'activation. Et après, on le met directement. Donc, c'est un processus biologique, vraiment. Donc, c'est C'est vraiment comme... fragile, ouais. Il faut vraiment, voilà. Ok. ouais. Et vous êtes une des seules, enfin, il y a beaucoup d'autres cliniques qui le font ou C'est vrai que le PRP, c'est plus fréquent. C'est, euh, je ne peux pas vous dire le nombre de cliniques, mais ce que j'ai vu aussi donc, avec les investigations, et qu'il y a beaucoup de cliniques qui utilisent le PRP. Et donc, chez nous, on a rencontré un laboratoire qui nous donne la possibilité d'utiliser le PRGF. Donc, on pense comme c'est un pas plus, euh, qu'on pense que ça peut nous donner un peu meilleurs résultats que le PRP. d'accord. Moi, je pense que j'ai couvert mes questions. Toi, tu avais aussi des questions, hein, Julie, que tu avais reçues. Tu veux les... Moi, c'était plus pratique Mhm, que, que technique. J'avais une question. Quand concrètement une cliente ou une patiente est diagnostiquée insuffisance ovarienne, quelles sont les étapes à mettre en place une fois qu'on a eu ce diagnostic? mhm. Donc, on commence toujours avec le premier rendez-vous, d'accord? Ça peut être ou bien sur place ou online, ou par Skype, par Zoom, par Teams, etc. Et là, en fait, un premier diagnostic, donc pour se connaître bien, pour voir ce qu'on a déjà fait, pour voir tous les examens, pour regarder bien la réserve ovarienne, la qualité du sperme, etc. Et on explique les options pour les patientes. Si les patientes sont intéressées à faire le PRGF avant de faire un cycle FIF, donc par exemple les patientes qui ont déjà fait quelques cycles FIF et ça n'a pas fonctionné, donc ce qu'on fait est on va les demander quelques examens qui sont nécessaires. Ce sont des examens normalement similaires que pour la FIF, donc prise du sang générale, la sérologie, une échographie, un frottisme normalement, d'accord. Et après on organise tout, donc on détermine le meilleur moment pour faire l'instillation des facteurs de croissance. Donc ça, pour les femmes qui sont en ménopause, ça n'importe pas trop parce qu'on peut choisir un peu les dates qui viennent bien pour les patientes. Pour les patients qui ont encore des cycles, euh, on fait l'instillation normalement dans la première étape du cycle, dans la phase folliculaire, d'accord, après la règle. Donc, on va citer, on va recevoir les patients dans la clinique une fois pour faire cette installation. Après, les patients peuvent retourner le même jour à France, à Allemagne ou Suisse, donc à leur pays. Et normalement, on essaie, si c'est possible, quelques semaines plus tard, de refaire une échographie, refaire une détermination de AMH
pour voir si on a eu des différences. Et si c'est possible, quelques semaines plus tard, de refaire une échographie. Pardon. Et après, donc, une fois qu'on a vu ces différences, normalement, on recommande faire un deuxième cycle, donc de nouveau dans la première étape du cycle, donc après la règle. Et après 2 étapes de instillation de facteurs de croissance, normalement, on commence avec la FIF. Pour la FIF, toute la première étape de la stimulation, la patiente peut faire ça à France, donc avec son gynéco habituel. On va lui donner le plan de traitement, on va lui donner la médication, les prescriptions, tout ça. Et la troisième fois qu'elle vient à la clinique est pour la ponction ovarienne. Et sinon, ils peuvent faire insémination non, j'imagine, en insuffisance ovarienne. Ça sera plus FIV ou FIV2 selon le taux. Donc, c'est vrai que la FIF, l'avantage de la FIF est que ça nous donne information. D'accord? Avec une insémination, la seule chose que nous voyons est le nombre de follicules et la détermination hormonale. Donc, nous ne pouvons pas savoir si vraiment dans les follicules, il y a des ovocytes, il y a des ovocytes matures, il y a des ovocytes qu'on peut féconder. Tout ça dans la FIF, on a cette information. Donc, et le taux de réussite sont aussi plus élevés si on a des embryons de bonne qualité dans la FIF. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on recommande normalement la FIF simplement parce que ça, surtout parce que ça nous donne plus d'informations. Et comme ça, on peut orienter aussi les patientes pour les prochaines étapes si ça ne fonctionne pas. Donc, imaginez-vous qu'on voit dans l'échographie 3 follicules de 17-18 mm, mais après, c'est une ponction blanche où on a des ovocytes, mais on ne peut pas les féconder. Là, on peut expliquer bien les patientes et on peut décider ensemble, donc si on décide de faire un autre essai ou si on change des gamètes. Et du coup, dans ce cas-là, est-ce que vous pensez que c'est recommandé de faire un don de sperme en même temps que don d'ovocytes ou... Ça vraiment dépend de la qualité du sperme, d'accord, ou des autres facteurs aussi, mais surtout de la qualité du sperme, d'accord. Si on voit que, mais ça c'est en général, hein, si on voit que les embryons, donc on a une bonne fécondation et un bon développement des embryons dans le premier jour dans le laboratoire et ou presque tous les embryons, ça arrête l'évolution entre le jour 3 et le jour 5, on peut penser que c'est peut-être pour la qualité du sperme plus que pour la qualité des ovocytes. Mais si on a un nombre bas des ovocytes au début, c'est très, très difficile de déterminer si c'est pour l'ovocyte ou pour le sperme. Généralement, si la qualité du sperme est normale, on recommande le don d'ovocytes avec le sperme du conjoint. D'accord? Mais comme je vous ai dit, on doit individualiser. Ok. Mais justement, les spermatozoïdes, alors c'est vrai que nous, on en parle souvent, c'est que quand il y a une réserve ovarienne basse, donc peu d'ovocytes, même si les spermatozoïdes, la qualité n'est pas mauvaise, parce que souvent on se trouve avec des situations, c'est pas forcément mauvais en PMA, mais c'est pas non plus c'est pas génial, il y a quand même des problèmes de mobilité, de typicité, etc. Bah, ça vaut la peine quand même d'essayer d'avoir un sperme de meilleure qualité. Parce que finalement, on a peu d'ovocytes, donc autant vraiment optimiser toutes les chances. Et ça, on en a discuté tout à l'heure avant le live avec la docteure Spies, c'est que, alors, vous savez que Julie et moi, on travaille aussi avec Fertiline, qui sont des programmes, alors Julie aussi de son côté au niveau naturopathie, pour accompagner en fait la PMA avec des stratégies plutôt mode de vie qui permettent, alors de nouveau, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de choses comme ça, mais on se dit, on sait que le mode de vie peut dégrader des situations en fertilité. Donc, l'idée, c'est de se dire, le mode de vie va améliorer des situations en fertilité. Et c'est vrai que quand on a des probabilités faibles dues notamment à un AMH bas ou justement une faible quantité et puis que l'âge augmente,
c'est toujours la peine de se dire, on ne va pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire, la PMA, c'est nécessaire, on a besoin de la PMA pour aider, mais on peut aussi essayer de soi-même booster un petit peu la PMA. Voilà. Oui, ça c'est très important. D'accord, donc nous, généralement, pour toutes les patientes, on recommande pour les traitements ou aussi pour chercher une grossesse de forme naturelle, donc faire un lifestyle, donc, donc la forme de vivre donc le plus le meilleur possible, d'accord, donc ce qui est très important et pas avoir un poids trop élevé, donc éviter le surpoids, arrêter de fumer si on fume, ça c'est très important, et aussi regarder bien les aspects endocrinologiques, donc la résistance à l'insuline, tout ça, d'accord, donc pas trop de café, pas trop d'alcool, pas trop de chocolat. Je pense que vous savez mieux que moi. Oui, au final, comme on disait, c'est un mode de vie tout d'abord pour sa santé et après pour sa fertilité en option bénéfique du coup. Mais au final, le régime alimentaire qu'on va proposer chez Fertiline, c'est pour booster les chances de fertilité, mais c'est aussi à garder sur le long terme pour être en bonne santé, en forme et moins fatigué. Et il y a des résultats quasiment tout le temps. Au moins sur la santé, sur le bien-être dès les premiers mois. Après, le reste dépend de tellement de facteurs qu'on ne peut pas s'engager, mais sur le bien-être, on est sûr à 100%. Et le fait aussi, parce qu'il y a aussi l'aspect psychologique, même si on parle vraiment de médical, il y a aussi le côté que être plus acteur finalement de son traitement permet aussi juste de ne pas attendre que les traitements, parce que souvent il y a quand même du temps entre les cycles, il faut attendre, comme vous disiez, on fait un traitement de PRP, on attend de voir ce qui se passe, ensuite on refait, donc il y a du temps et on sait que le temps c'est compliqué, pas juste d'être passif, et le fait de pouvoir se dire, voilà, ce temps je le mets au bénéfice de ma santé, en se disant, voilà, ça va. Il y a de fortes chances que ça m'aide aussi au niveau de la fertilité. On discutait avec le docteur Bitton, qui était un spécialiste andrologue, urologue. Il nous disait que les gamètes, donc les spermatozoïdes, les ovocytes, sont les cellules les plus fragiles du corps. Donc, si le corps il n'est pas à son optimal, parce qu'on est tous en bonne santé, mais souvent, on a quand même des petits maux, des petits trucs qui ne vont pas, des allergies, on est un peu trop fatigué, même si on se repose, on a mal au ventre, etc. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent perturber finalement le global. Et puis, c'est peut-être des choses qu'on peut améliorer, déjà parce que c'est plus agréable de vivre sans. Et puis ensuite, parce que peut-être on peut améliorer aussi la qualité de ces gamètes. Et quand on a un AMH bas, vraiment, c'est la qualité des ovocytes sur laquelle on mise. Donc, soit avec des protocoles justement plus physiologiques, où on va moins susciter les ovaires, mais aussi avec le mode de vie, et idem les spermatozoïdes, essayer vraiment d'impacter sur la qualité. Et effectivement, on n'a pas d'études parce que c'est tellement multifactoriel qu'on ne peut absolument pas faire d'études. Et les médecins, vous le savez, c'est que malheureusement, on ne peut pas étudier plusieurs facteurs. Enfin, on peut utiliser un nombre restreint de facteurs simultanément, sinon on ne peut pas faire d'études. Et du coup, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Exactement. Voilà. Pardon. Pas de souci. Vous voulez prendre un verre d'eau? On vous accorde un petit moment pour prendre un verre d'eau si vous voulez. Non, oui. Avec la chaleur, c'est important de rester hydraté. Ça joue sur la fertilité. Exactement. Vous ne pouvez pas imaginer la chaleur qu'il fait à Madrid. Moi, je suis allemande. Il fait 40 degrés. C'est incroyable. Ah ouais, il fait. Écoutez, en Suisse, il fait pas non plus très très frais. Oui. Et je crois que Julie, tu me disais que chez toi non plus, c'était pas. Voilà, c'était 42 tout à l'heure. D'accord. Alors, ouais. Donc, on est le même. Voilà. Donc, il y a 1 heure des montagnes. Ouais, non, c'est clair.
Alors, est-ce qu'on a des questions ou est-ce qu'on a tellement couvert toutes les informations Est-ce qu'on a des questions, Julie? En plus des questions qu'on avait déjà au préalable, parce que ça, c'est les questions qu'on reçoit un petit peu de manière habituelle des personnes qu'on accompagne. Donc, pour nous, on les a un peu centralisées. Il y avait une question sur à partir de quel taux on peut se dire insuffisance ovarienne. Donc, la définition officielle pour insuffisance ovarienne est quand on n'a pas eu de règles pendant plusieurs mois, donc pendant 2-3 mois, quand on a une élévation des hormones, de FSH, LH, quand on a une diminution de AMH, et donc ça c'est la définition. Mais quand on travaille avec le PMA, normalement on parle déjà d'insuffisance ovarienne ou de bas réserve ovarienne. Et si on a eu un cycle avec 3 ovocytes ou moins, d'accord? Donc, quand on a eu une réponse ovarienne bas, pour dire comme ça. Plus que faire une définition pour le recompte folliculaire, l'AMH, tout ça. Donc, on fait une orientation un peu plus pour la réponse dans les cycles antérieurs. D'accord. Alors, on nous pose la question. Vas-y. Moi, je disais que je ne voyais pas d'autres questions en particulier, à part pour les replays. Non, je crois qu'il y a... Donc, on a vraiment couvert le sujet en long, en large. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Moi, je pense que c'était un sujet intéressant. Puis, on vous invite donc, si vous souhaitez justement discuter de votre situation personnelle avec la doctoresse Spies, à réserver un entretien avec la clinique Vida Fertility. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre partenariat fait que jusqu'à la fin de l'été, on a moins 10% sur les traitements. Après ce partenariat, on continuera à avoir aussi des tarifs réduits, ce sera 8%. Mais c'est vrai que c'était un petit peu l'offre de bienvenue que vous avez gentiment bien voulu continuer jusqu'à la fin de l'été. Parce que souvent, c'est vrai qu'on prend le temps à la fin de l'été voilà. Vous fermez d'ailleurs cet été ou vous restez ouvert? Non, on reste ouvert parce que qu'on a, dans notre expérience, les mois d'été sont des mois très intéressants pour les patientes qui viennent de l'étranger. Vraiment, parce qu'on peut se organiser meilleur avec les vacances, etc. Donc, la clinique ne ferme pas. On est là toute l'an. Alors, moi, j'ai encore une dernière question auquel je pense maintenant, parce que souvent, quand il y a AMH bas, c'est toujours, on pense évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le don d'ovocytes. Si vraiment on n'arrive pas à avoir, in fine, des ovocytes suffisamment, ou qu'on n'arrive pas à avoir des embryons qui arrivent à s'implanter, etc., etc. Et du coup, c'est le don d'ovocytes. Souvent, les gens ne sont pas forcément prêts psychologiquement parce que voilà, on parlera aussi du don d'ovocytes peut-être une fois vraiment ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça comporte, etc. Mais je sais que j'en avais parlé un petit peu avec Sophie et c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé, c'était la FIV tandem. Parce que ça peut être une option auquel on pense de temps en temps à proposer avec Julie, justement, c'est de se dire, et on sait que Vida Fertilité est OK de le faire. Après, il y a aussi un aspect financier parce qu'on doit en même temps assumer le coût d'une FIV, assumer le coût d'un don d'ovocytes. Donc, ça vaut la peine peut-être de faire ça en 2 étapes. Mais est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de cette possibilité? Puis, est-ce que vous le faites, vous le proposez, comment ça se passe? Donc, ça, c'est une option de traitement très intéressante pour les patientes qui ne sont pas décidées ou pas décidées du tout pour commencer le don d'ovocytes. Donc, ce qu'on fait là, on fait un traitement d'une FIF avec la stimulation personnalisée, tout ce qu'on a parlé. Et on fait une réserve des ovocytes d'une donneuse en même temps. D'accord? Donc là, on travaille normalement avec les ovocytes déjà vitrifiés. Et comme ça, on a l'option le jour de la ponction de la patiente,
dévitrifier en même temps des ovocytes de la donneuse, les féconder avec le sperme du conjoint ou avec le sperme d'un donneur, si c'est le cas. Et comme ça, on a deux cohortes des embryons dans le laboratoire. D'un côté, des embryons avec les ovocytes de la patiente et le sperme du conjoint, et de l'autre côté, les embryons d'ovocytes. Le grand avantage de ce type de traitement est qu'on peut garantir le transfert frais. D'accord? Donc, ça, c'est pour les patientes que nous ne savons pas si finalement on va avoir du transfert ou pas. Donc, imaginez-vous qu'on a déjà eu une ponction blanche ou avec seulement 1-2 ovocytes qui n'ont pas arrivé dans le stade de blastocyste. Donc là, on a l'option d'utiliser les ovocytes de la donneuse en même temps, comme ça garantir qu'on a des blastocystes pour faire le transfert et avancer un peu plus rapidement le traitement. Donc, on évite la décision pour arrêter un traitement ou pour ne pas faire le transfert. Donc, attendez la règle, recommencer le traitement, chercher la donneuse et tout ça. D'accord. Je crois quand même que, parce que j'ai eu une personne qui a fait justement, alors ça peut être une bonne option notamment alors soit parce qu'on a déjà un recul où il y a eu des ponctions blanches, où il n'y a pas eu d'embryon, mais ça peut être aussi pour des femmes un peu plus âgées, par exemple. Moi, je vous ai envoyé déjà des personnes qui avaient 44 ans et plus. Et là, vraiment, je leur ai dit la probabilité qu'on puisse avoir des embryons, enfin des ovocytes de qualité et des embryons, elle est vraiment très, très, très faible. Mais voilà, il y a certaines personnes qui ont besoin de le faire parce qu'elles n'ont pas forcément fait de traitement avant ou parce qu'elles veulent voir quand même ce que ça peut donner en Espagne. Et je pense que ça, c'est OK. Et ça peut être une belle option justement parce que c'est vrai, quand on dépasse 43 ans, c'est un peu là où la limite de la FIV en France, notamment, ils ne sont pas bêtes. C'est parce qu'on sait qu'après 43 ans, la probabilité d'avoir une grossesse avec ses propres ovocytes, elle est vraiment, vraiment marginale. Eh bien, ça peut être une solution de se dire, de toute façon, il y aura un transfert en frais. Il y aura un transfert. C'est-à-dire, on vient pour une ponction, en gros, et on aura à la transfert. Soit ça sera un transfert. Il n'y aura pas cette montagne russe de se dire, je viens et il n'y aura pas de transfert, parce que ça peut être très, très psychologiquement difficile. Donc, il y a cette option-là. Et puis, je sais que par rapport à cette patiente, et ça, je pense que ça peut être intéressant pour les gens de le savoir, c'est que lorsqu'il y a des ponctions blanches, par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ovocytes, vous ne prenez pas le tarif complet de la FIV, parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de fertilisation, il n'y a pas de culture prolongée, il n'y a pas de, etc., etc. Et je trouve que pas toutes les cliniques le font. Il y a certaines cliniques, vous prenez une FIV, il faut payer la FIV. Mais c'est vrai que quand les actes qui n'ont pas été effectués ne sont pas tarifés, et ça c'est chouette, je trouve. Exactement. Moi, je pense que ça c'est juste. C'est ce qu'on doit faire parce que c'est déjà difficile pour les patientes de vivre cette situation-là. Donc, si on peut aider économiquement et donc seulement seulement faire payer ce qu'on utilise vraiment, donc je pense que c'est une option qu'on doit faire, vraiment. Pour qu'elle puisse revenir après pour une autre ponction. Exactement. Exactement. Non, et finalement, donc, c'est très bien détaillé, d'accord? Donc, dans le devis qu'on donne au début, c'est bien détaillé chaque pas qu'on donne, chaque pas qu'on fait, ce qu'on doit payer, d'accord? Et dans le cas, si on arrête, si on ne peut pas faire la fécondation, donc ce qu'on peut rembourser ou garder pour un prochain traitement, etc. Donc, ça, c'est Sophie qui peut expliquer mieux que moi. Tout à fait. Mais merci quand même d'avoir répondu à la question. Oui. Alors, est-ce qu'on a eu d'autres questions? Ouais. Est-ce qu'il y a le don d'embryon qui est possible chez vous ou pas encore? Donc, pour le moment, malheureusement, comme on ne peut pas offrir ce type de traitement, parce qu'on est une clinique récente. Donc, on a les comptes, on a commencé à travailler dans le mois de septembre. À Madrid, on a commencé à travailler avec les patients fin mars.
Donc, pour le moment, on n'a pas des embryons qui sont donnés pour les patientes. D'accord? Ce qu'on peut offrir est pour les femmes qui cherchent un don d'embryon, donc ce qu'on peut faire est comme un mini double don. Donc, faire une don d'ovocyte et une don du sperme et donc créer seulement 2 embryons, 1 ou 2 embryons. Donc, c'est comme un don d'embryon, mais avec l'avantage de faire la sélection personnalisée des ovocytes et du donneur du sperme, et avec le deuxième avantage de que ça sont des embryons frais, des embryons de bonne qualité qu'on utilise pour le premier transfert. Et au contraire que le don d'embryon, qui normalement sont les embryons restants, hein. Je n'aime pas trop le dire comme ça, mais ce sont des embryons restants finalement. Oui, parce qu'on rappelle que le don d'embryon en Espagne, on ne peut pas créer en Espagne des embryons spécialement pour un couple, sauf dans le cas d'un double don. Et du coup, ce sont les embryons qui ont été laissés par une autre femme ou un autre couple qui n'ont pas, ils ont eu un enfant peut-être ou 2 enfants, puis ensuite ils ne souhaitent pas continuer à utiliser leurs embryons. Dans ce cas-là, ils doivent dire à la clinique qu'ils veulent laisser les embryons pour l'adoption. Finalement, c'est ça l'adoption d'embryons. Mais c'est souvent les embryons, pas les premiers choix, puisque les premiers choix, ce sont ceux qu'on va transférer. Là, ce sont les 2 troisièmes choix. Donc, c'est vrai que ça peut être un traitement moins cher parce que voilà, mais on sait qu'on a des embryons de moins bonne qualité. Donc, cette option que vous proposez de mini double don, c'est pas mal. Et puis surtout, quand on a un double don, on peut non seulement choisir un des critères d'un des partenaires, mais la probabilité qu'on trouve une femme et un homme qui soient pas, enfin, je veux dire, c'est trop compliqué. Donc, on doit accepter, c'est pour ça que c'est un peu comme une adoption, parce que quand on adopte souvent un enfant qui ne nous ressemble pas forcément. Là, on doit accepter d'avoir un enfant qui n'est pas exactement avec les critères qu'on voudrait. Et donc, cette option de double don, mini double don, est bien. Et puis, on verra avec Sophie, si vous êtes intéressée, on demandera à Sophie quel est le tarif, parce que je pense que le docteur Spies, vous ne savez pas forcément, le médecin, plutôt la coordinatrice peut savoir le tarif du mini double don. Et du coup, si vous souhaitez savoir, n'hésitez pas à vous adresser en message privé, puis on regardera pour vous. Voilà. Alors, merci beaucoup. On a fait 1 heure, donc c'est déjà bien. Avec cette chaleur, en plus, vous n'êtes pas ébouillantés. Ne vous inquiétez pas. Alors, merci beaucoup. C'était super instructif. On a appris beaucoup. Et puis, on fera comme ça des sujets, parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir aller en détail sur certaines choses. Merci à vous pour nous donner cette opportunité, pour on se faire un peu... donc, que les patients nous connaissaient. Donc, j'espère qu'il y a une prochaine fois. Tout à fait. Et puis, on vous rappelle, si vous voulez vous adresser à la clinique Vida Fertility, n'hésitez pas à passer donc soit en MP, soit peut-être Julie, tu remets le contact pour nous écrire un email, et nous on vous met en relation, comme ça vous bénéficiez directement des 10%, et voilà, c'est top. Exactement. C'est comme ça. Très bien. Merci beaucoup. À très bientôt, docteur, et puis merci beaucoup à tous d'avoir été là ce soir, et à très bientôt. Merci, à bientôt, bonne soirée. À bientôt. Au revoir.